on continue de parler macro et allocation d'actifs avec mon invité en plateau, Gilles Etcheberry-Garel, le directeur général d'Invest AM. Gilles, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le précise, Invest AM, donc société de gestion du groupe Cyrus Conseil. Cyrus Conseil qui est en ce moment un consolidateur quand même de l'industrie de la gestion d'actifs. On peut le dire d'un mot, Gilles, peut-être. Oui, tout à fait. Déjà, comme vous faites allusion, on a acquis la société de gestion Amplegest il y a au mois de juin. Mais même, je dirais, de façon organique, le groupe continue de se développer puisqu'on a eu le plaisir d'atteindre 1 milliard d'euros sous gestion chez Invest AM. Donc la semaine dernière, au chiffre à octobre. Donc on a la croissance. Il y a l'organique et il y a la croissance externe. Tout à fait. On pratique les deux. Non. Je m'intéresse là parce qu'on voit que le build-up quand même dans le monde de l'industrie, de la gestion d'actifs au sens large est en train peut-être de s'accélérer. Le sujet qui nous intéresse, c'est la macro, déjà dans le sillage de ce que nous expliquait Samy Char sur les politiques monétaires. Quelle est, de manière assez simple, la toile de fond, la big picture macro que vous pouvez avoir aujourd'hui là sur les 12 prochains mois, pour dire les choses, Gilles? Alors, il y a deux choses dans la macro. Il y a la réalité, des chiffres, donner des chiffres. Est-ce que le marché va penser? Puisqu'on voit comme depuis 6 mois une rotation des scénarios qui est absolument pharaonique. On a eu d'abord la machine perpétuelle post-Covid, après l'hyperinflation, maintenant la stagflation. Nous, ce qu'on voit au regard des chiffres, c'est qu'on avait vu le problème d'accélération, de choc d'offres et de demande dans lequel on est aujourd'hui, qui crée un peu d'inflation. Mais après, ce qu'on voit, c'est qu'on a passé le pic de croissance. On l'a passé en juin aux États-Unis, en ce moment en Europe. Donc il n'y aura pas de récession, mais on va avoir une croissance qui va diminuer l'année prochaine. Les plans de relance vont perdre un peu leur effet. On va avoir même des effets fiscaux négatifs en 2022. Donc nous, on a par la Chine aussi, l'impact de la Chine sur la demande. Donc nous, ce qu'on voit, c'est quand même un ralentissement de la croissance et donc une diminution des pressions inflationnistes, surtout les pressions liées à la fois à l'excès de demande, comme aux États-Unis, l'excès d'offres et l'insuffisance d'offres. Intéressant, c'est-à-dire que la phase de normalisation de la croissance, de décélération de la croissance, vous dites, va mettre un terme peut-être au narratif inflationniste, ou en tout cas au risque inflationniste tel qu'on en discute aujourd'hui. Partiellement, on partage la vision d'une augmentation progressive de l'inflation. L'inflation ne se décrète pas, c'est un vieux dicton, c'est quelque chose qui va arriver doucement. Les problèmes de l'énergie, on parlait des prix de l'énergie sont un détonateur pour le moment, parce que la transition va devoir se faire, et elle va se faire avec un coût. Et le coût de l'énergie va augmenter. Et ça sera un phénomène inflationniste, mais c'est quelque chose qui va progressivement faire partie du paysage. Mais c'est pas quelque chose qui se retourne, c'est un super tanker l'énergie. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui fait 5%. Voilà. Donc là, les 5% qui sont à la fois, et c'est pour ça que les banques centrales ont du mal, c'est à la fois un choc d'offres, puisqu'on n'a pas, on a soutenu la demande pendant le Covid, mais on a arrêté des usines, on a arrêté des champs pétroliers, et donc derrière, il faut remettre tout ça en marche, et ça prend du temps, donc l'offre n'a pas forcément été maintenue, et c'est un choc donc, de demande, un choc d'offre par ce biais-là. Donc c'est très difficile pour les banques centrales de gérer ça. Notre vision, c'est que, le pic de croissance étant passé, a priori, on va avoir une normalisation qui va se faire progressivement, et donc les pressions inflationnistes court terme vont diminuer. Oui, et ça veut dire que, alors, vous faites bien de donner les différents horizons de temps qu'il faut avoir en tête, mais sur le court terme, là, sur les prochains mois, vous dites, l'idée stagflationniste telle que le marché a pu la jouer ne peut être que finalement une parenthèse très transitoire. Oui, on n'est pas les années 70. Oui, on n'est pas les années 70. Soit on aura donc décélération de la croissance parce qu'il y a des facteurs négatifs. On a le prix de l'énergie, mais aussi on a la hausse des taux d'intérêt court terme. On a eu cette semaine un emballement des taux court terme. On a cité la Banque d'Australie, Banque du Canada. Et on voit les taux d'intérêt long terme qui eux baissent, parce que face à cette pression qu'on met sur la Banque centrale, les croissances long terme commencent à diminuer un peu. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le marché action passe complètement à travers, mais en fait, il y a quand même eu des secousses très très importantes sur les marchés de dette, surtout court terme, la semaine dernière, par exemple. On va y revenir, mais disons un mot de la Chine. Effectivement, c'est toujours l'éléphant dans la pièce. Quel va être l'impact de la Chine là, sur la croissance mondiale 2022 Pour moi, il va être très important. Il est sous-évalué, je veux dire sous-évalué très fortement. On cherche un Lehman Moment au moment d'Evergrande. Mais ce n'est pas un Lehman Moment. Par contre, le modèle chinois est à jeter. Je veux dire, aujourd'hui, Xi Jinping, enfin la direction chinoise, pense pouvoir maintenir 7% de croissance et ne pas faire de mal investissement dans l'immobilier. C'est pas possible. Et donc, dans les années qui viennent, ou même dans les mois qui viennent, ils vont devoir choisir entre refaire du mal investissement et l'abus de l'immobilière jusqu'au moment où ça éclate vraiment, au-delà de leur capacité à gérer, ou dire, ok,
c'est du mauvais mal investissement, de la mauvaise croissance, du mauvais gras. Ouais. Et donc, je fais 2,5% de croissance, 3% de croissance organique. Wow. Et là, la Chine a 2,5%, 3% de croissance organique. C'est pas dans les cartes, ça. C'est un choc. Ouais. Alors, le contrôle social augmente, on a un peu parlé, le contrôle social augmente énormément parce que on sent qu'il y a un moment, là, il va devoir choisir, probablement le deal monopole politique du Parti communiste chinois contre croissance à 7%, il arrive au bout. Ouais. Il arrive au bout. Et quelque part, le problème, c'est que le maintien du monopole du Parti communiste est incompatible avec... là, on arrive sur des considérations beaucoup plus larges. Oui, bien sûr. Mais pour Mais moi, une fragilité structurelle, là, vous dites quand même dans Complètement. le rôle qu'a joué la Chine dans la croissance mondiale sur ces dernières années. C'est 30 ou 40% de la croissance mondiale des dernières années. Et là, la croissance chinoise va se normaliser. Ou alors, ils ressortent les vieilles recettes. Ouais. Et ils disent, OK, à Evergrande, vous faites 4 fois de leverage et tout ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ils auront ils auront 2 problèmes. Ils ne pourront pas forcément convaincre le public chinois de continuer à acheter des appartements vides. Parce que 70% des actifs des ménages chinois sont dans l'immobilier local. Sachant que c'est la plus grande classe d'actifs mondiale, c'est 60 trillions de dollars, c'est l'immobilier chinois. Donc il faut qu'il y ait un acheteur final. Donc le Parti communiste, malgré sa puissance, ne va pas forcément convaincre les ménages chinois d'y aller. Et 2, il y a un moment où là, ça finit par éclater, et là, ils sont peut-être plus capables de gérer. Donc là, probablement, à mon avis, c'est un peu trop tard, mais ils ont quand même, là, ils ont pris le problème. Mais ça aura un impact mondial, oui, dans la nature de la croissance, sur certaines Et c'est pas matières. fini. Enfin, je veux dire, Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ouais. La longue marche chinoise commence vers la normalisation. Ce qui faisait, il y avait une illusion, les 7% de croissance avec une économie aussi grande. Il y a un moment, de toute façon, il y a le niveau des $10 000, il y a plein de choses qui font que la Chine doit converger à un moment ou à un autre vers la croissance mondiale. Et là, on y arrive parce que ils doivent choisir donc maintenir le mauvais gras ou garder que le muscle. Une fois qu'on a considéré tous ces points, Gilles, comment est-ce que ça se traduit dans une allocation d'actifs chez vous? Ou est-ce que, je sais pas, où est-ce qu'il y a peut-être de la valeur à aller chercher que le marché ne perçoit pas encore aujourd'hui d'une certaine manière? Alors je dirais que deux choses, déjà il faut être diversifié. Aujourd'hui il n'y a pas, et mondialement diversifié, c'est là parce qu'il y a tellement de scénarios et tellement de pièces mobiles que je dirais, nous on analyse trois endroits où on peut trouver de la valeur. On va finir par le paradoxal derrière. Un, c'est les devises, donc le dollar. On a vu que la Banque centrale américaine, il y a quand même, aujourd'hui on a 5% de croissance, 5% d'inflation, le taux à zéro, c'est pas tenable aux États-Unis, donc il y a quand même une pression réelle, alors qu'en Europe, on a quand même en Italie, on a bien vu que l'Italie pose problème pour la BCE, donc on a une vraie raison de maintenir les taux bas encore, alors que les Américains, c'est plutôt l'inverse, c'est juste parce que les valorisations du marché sont aussi élevées. Mais donc le dollar gagnant, les émergents, les émergents énergétiques non chinois aussi, parce que c'est des devises qui ont été massacrées depuis 10 ans et qui peuvent marcher, donc il y a les devises. Il y a les actions et tout ce qui est lié à l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, on est dans la transition énergétique et le problème, c'est que pour accélérer la transition énergétique, aujourd'hui, le solaire, on sait fabriquer l'électricité moins chère avec le solaire. Simplement, on a tout installé en tout legacy, on a tout installé avec le pétrole, le charbon. Et pour faire une transition, il faut qu'il y ait un écart de coût suffisant. Et donc, l'énergie carbonée vont coûter plus cher. Et ça va favoriser l'installation, mais l'énergie va coûter plus cher pour le moment, on a des décennie qui vient pour accélérer la transition énergétique. Donc nous, on est très favorable au secteur énergétique en termes d'action. Et enfin, les obligations long terme, dans certains pays, qui sont rémunératrices. Donc voilà un peu la surprise, puisque tout le monde est négatif. Mais c'est un élément de diversification et de stabilisation, et probablement de gain si le narratif d'un ralentissement de la croissance s'impose. Vous avez du 1,70 sur le 10 ans américain. Ça paraît un taux assez intéressant, surtout vu d'Europe. Visiblement, oui, c'était il y a 2 semaines, 1,70 nous, on est acheteur américain. Visiblement, ça a intéressé des investisseurs. Et on s'est mis acheteur. Et même on peut parler du 30 ans allemand, qui était remonté et qui rebaisse. Il y a des choses à faire sur les durations longues, parce qu'il y a le feu, c'est clairement la pression sur les banques centrales augmente sur les durations courtes, mais à contrario, on voit bien que les durations longues baissent un peu et donc permettent de stabiliser le portefeuille. Donc on pense que pour 2022, certaines durations longues pourront, donc obligations long terme, pourront être bénéfiques dans les portefeuilles. Toutes choses égales par ailleurs, à ce stade, avec les éléments qu'on a à notre connaissance, vous dites, vous ne voyez pas du tout un emballement des taux longs. Moi, je me souviens, 2%, ça reste une cible pour beaucoup, 2% au-delà, peut-être, sur le 10 ans américain.
Dès 1,70, vous êtes déjà content de ce que ça peut. Tiens, il y a quand même pas mal d'endettement. On a l'inflation qui tout juste commence à attaquer cet endettement. Je veux dire, il faut voir que les stocks d'endettement pendant la crise du Covid ont juste augmenté. Et donc, il faut pouvoir payer ses dettes. Donc, il y a quand même un niveau un peu naturel de frein sur la conjoncture qui fait que, et la hausse du pétrole, et la hausse du dollar, et la hausse des taux, tout ça, c'est des éléments qui sont plutôt des freins dans la conjoncture, donc qui mécaniquement ralentissent la croissance. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver de l'intérêt à court terme, je veux dire, sur ces maturités-là. Ceci étant dit, je pense à 5 ou 10 ans, mais 5 ou 10 ans, on a du temps, oui, plein de temps de faire plein bien d'émissions. sûr. Oui. À 5-10 ans, oui, que les taux arrivent à 2,5-3%, pour nous, c'est naturel, mais ça ne monte pas en ligne droite. Là, on a fait déjà un 60,05. Maintenant, il est temps peut-être de respirer sur 2022. Si je me réfère au paradigme précédent, donc vous êtes long obligation, enfin long treasuries. Est-ce qu'il faut être long tech ? Est-ce que c'est toujours le couple qui fonctionne ? C'est-à-dire, si on juge que les taux ne peuvent pas remonter, que les taux vont rester bas pour longtemps, est-ce qu'il ne faut pas jouer plus que jamais encore peut-être la tech américaine en l'occurrence ? Nous, on a la particularité parce qu'on essaie de construire des portefeuilles robustes. Ouais. Donc on est long taux et long énergie. Parce que si l'inflation s'emballe, ce sera par le pétrole. Donc ce qu'on perd sur les taux, on le gagnera sur l'énergie. Donc nous, c'est notre, quelque part, portefeuille équilibre qu'on a en ce moment. Il est plus complexe que ça, mais je schématise. La tech, c'est mieux, ça gagnait à tous les coups. Ça a gagné un peu dans tout. Donc maintenant, on voit quand même que les résultats ont été bons, mais on voit quand même que la semaine dernière, les 300 milliards de capitalisation de Tesla, on peut masquer une semaine un peu plus difficile pour Nasdaq, puisque Amazon et Apple n'ont pas eu des résultats extrêmement importants. On a quand même des valeurs futures, effectivement, qui sont très importantes, dépendent des taux, et c'est pour ça que les taux qui baissent sont plus favorables pour la tech, mais en même temps dépendent aussi des résultats de l'économie. Et on voit que Facebook commence à piquer un peu du nez, Apple commence à piquer un peu du nez, il reste Microsoft, il reste Google qui a des profils monopolistiques. Est-ce que le Congrès, et il y a un procès en ce moment au ministère de la Justice sur Google, est-ce que ça va se développer ? Et après, il y a Tesla qui a un mystère, puisqu'on a 50% de la capitalisation mondiale automobile et 1,5% des ventes. Là, est-ce qu'on roulera tous dans Tesla dans 10 ans Est-ce qu'on moitié, aura tous 4 Tesla non, dans une 10 Tesla, ans non, mais est-ce que une voiture sera une Tesla sur 2 ? Ça, je suis incapable de le dire. La semaine dernière, c'était visiblement ce qui était en cas avec un contrat Hertz qui apparaît assez mystérieux, mais voilà, on est dans des spéculations assez importantes. On l'a vu. Donc prudence sur la tech. Enfin, nous, on est vu les valorisations, sur les valorisations. Normalement, nouveau cycle, nouveau leader. Voilà, donc on pense que ce sera plutôt énergie. Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre analyse de marché et vos propositions là, en termes d'allocation que vous faites aux clients d'Invest AM. Gilles Etcheberry-Garay, le directeur général d'Invest AM, qui était avec nous en plateau pour cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.